Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu, moi je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Is it okay with you? Passionnée de cinéma, elle en a fait son métier, amoureuse tant de l'Italie que de Philippe Catherine. Elle voue un culte, et ça se comprend, au cinéma italien et au cocktail à siroter sur la croisette sous le soleil canois. De Disney à l'Académie des Césars, la pétillante insider des Energy Music Awards, journaliste et cofondatrice du média Road to Cinema, Clémentine Abadie. Hello, comment ça va? Ça va et toi? Merci pour cette adorable présentation. Eh ben écoute, ça va, la forme impeccable. À quelques jours de Noël maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as quelques vacances là de prévues, j'espère? Ouais, c'est important quand même de prendre quelques jours de break. Écoute Clémentine, l'heure est grave parce que j'ai l'immense plaisir, l'extrême joie et l'honneur de t'accueillir à l'occasion de la 25e entrevue du podcast pour un moment solennel. On y est, une nouvelle fois on a remis une pièce dans le manège et on est reparti pour une année. En effet Clémentine, tu ouvres le bal une nouvelle saison et je sens déjà qu'elle va être riche en émotions, en découvertes et en rencontres. C'est donc avec fierté, avec bonheur que j'ai le plaisir de te décerner à titre complètement honorifique, mais qui a un sens vraiment profond pour moi et très sincère, le titre de marraine de cette nouvelle saison. Eh ben dis donc, merci beaucoup et je pense que tu peux aussi te féliciter de poursuivre tes podcasts parce que c'est beaucoup de travail. Donc c'est ça aussi qu'on va soutenir, ceux qui entreprennent et puis qui osent et qui font. Donc bravo à toi aussi. Merci beaucoup. Du coup Clémentine, bienvenue et merci de marrainer donc cette 3e saison, d'ouvrir la voie aux 11 invités qui te suivront et tu vas pouvoir te réveiller, j'ai bientôt fini de parler. On y va donc pour la première de cette saison 3 et avant de réellement attaquer, j'ai déjà une petite surprise pour toi. Oh! C'est un message audio, quelqu'un a souhaité te laisser un petit message et avant même de commencer, on va l'écouter, je te laisse l'écouter et on se reprend juste après. Ok, alors. Un petit message à tous nos super auditeurs de l'Instant Pur Cinéma. Aujourd'hui, c'est avec une grande joie et un immense honneur que moi, Lucille Pérez, marraine de la saison 2, souhaite la bienvenue et transmet le flambeau à notre nouvelle marraine de la saison 3, je nomme Clémentine Abadie. J'ai hâte d'écouter ce que tu vas nous partager et j'encourage de tout mon cœur l'Instant Pur Cinéma à continuer de faire briller et mettre en valeur tous ces métiers passionnants autour de notre passion commune, le cinéma. Je vous souhaite une merveilleuse interview tous les deux. Bah dis donc, c'est adorable. Mais on est très bien accueillis ici, c'est chouette. Et oui, on est comme ça ici, on est bienveillant et ce n'est que de l'amour, ce n'est que l'amour du cinéma qui prime surtout. C'est trop chouette. Et bien pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Eh bien Clémentine, on y va, c'est quoi ton parcours? On va commencer peut-être à partir du bac, de la première année d'université. J'ai commencé à Paris 8 en information et communication, une licence en 3 ans. J'ai toujours été attirée par les métiers de l'audiovisuel de manière générale, tout en ayant l'impression que c'était quelque chose qui m'était pas forcément accessible. Moi, je viens pas du tout de Paris de base. Ça me semblait très loin. L'audiovisuel, je le voyais dans une boîte qui s'appelle la télévision. Et j'avais envie d'en être, mais je ne savais pas du tout par où commencer. On m'a parlé d'information et communication quand j'étais en terminale. On m'a dit « Oh, tu verras, c'est chouette,
Il y a de la communication, tu peux travailler dans la publicité, tu peux même organiser des festivals. Je sentais qu'il y avait quelque chose autour de la culture et ça me plaisait beaucoup. Et donc je suis allée là-bas en ayant un parcours assez général et j'ai découvert les sciences humaines. Et là, c'était vraiment super. J'ai découvert le marketing, mais j'avais toujours en tête l'idée peut-être de faire du cinéma ou de l'audiovisuel ou de la télé. Tout ce que je pouvais prendre dans cette université, je le prenais. Il y avait des licences de cinéma que j'ai découvert hyper tard. Ça n'existait même pas pour moi. Et en fait, c'est en faisant mon parcours universitaire que je me suis rendu compte que en fait, l'art était pris au sérieux, qu'il existait plein de choses. Et donc, j'ai essayé comme ça d'aller dans les UFR, cinéma, pour aller dans des cours libres et voir ce qui s'y passait. Et je trouvais ça super. On avait une opportunité de partir au Festival de Cannes. Et là, ça a été une découverte. Et puis après, j'ai fait mes études toujours à Paris, en Master 2. Et là, j'étais en management de la production audiovisuelle et musicale. Et donc, c'était pour avoir un peu plus une vision globale de l'industrie. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de raconter mon parcours parce que, en fait, ça a été qu'un cheminement de pensée, qu'un cheminement de rencontres qui a été fait. J'ai été très curieuse, j'ai fait beaucoup de stages. J'ai fait de la prod en télé, j'avais commencé chez Endemol Shine. Donc, c'était vraiment l'ouverture pour moi sur un monde qui me fascinait sur le divertissement et qui m'ouvrait les portes du coup des coulisses des plus grands shows télé, puisque c'est là où on a eu Secret Story, la Star Academy, enfin bref, les enfants de la télé. Donc c'était une expérience ultra enrichissante, du casting jusqu'au tournage, jusqu'à la post-prod. Ce qui est trop bien quand t'es jeune, c'est que du coup t'es un peu un couteau suisse, tu touches à tout, et moi j'étais une yes girl, donc je faisais tout et je comptais pas mes heures et j'étais vraiment tout oui à tout ce qui pouvait se passer autour de moi. Et en fait j'étais avec une journaliste qui m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait que je te forme pour les interviews, parce que je vois que t'es hyper investie et que t'as l'air d'être hyper observatrice et j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu pourrais faire. Je dis ah ouais mais génial, ouais, avec une caméra, tout ça, un micro, j'ai fait mes notes, ouais tu vas faire ça. Je dis bah ouais grave, ça me branche carrément. Et en plus de ça, franchement j'étais toute jeune, je devais avoir 19 ans, un truc comme ça, et je me retrouvais à interviewer des mecs de la BRI, des détectives privés, des psychologues, enfin tu vois, il y avait quand même du niveau quoi. Donc c'était super chouette. Et après cette expérience en télé, j'ai été en alternance chez Disney. Et là, ce que j'adore dire, c'est que c'est Mickey qui a payé mes études, très clairement. Donc si vous passez par là, faites des alternances parce que c'est génial. Vous devenez autonome financièrement, vous cotisez pour la retraite et surtout, à la sortie de vos études, vous avez la sécurité du chômage pour vous poser des questions, souffler un peu et surtout trouver un job parce que c'est franchement pas simple de s'insérer quand on est jeune étudiant, fraîchement diplômé. Donc chez Disney, j'étais au département doublage et c'était incroyable. Autant moi j'adore regarder les films en VO, autant être dans des productions à cette échelle-là et quand tu vois tout le savoir-faire pour avoir un doublage de malade et tous les métiers et des choses que tu imagines même pas et tous les processus de prod. Waouh! Mais j'ai adoré aller dans les studios d'enregistrement, voir les scripts, les adaptations, comment on choisit les comédiens, comment on fait le casting, comment on adapte un texte par rapport à un pays, parce que du coup moi je bossais pour la France, mais la France c'était un genre de hub où on bossait aussi pour le Benelux, le Moyen-Orient, Sud-Afrique. Ça c'était canon. Et tu vois, j'ai des souvenirs de Jamel Debbouze ou Pierre Ninet qui débarquaient au bureau. Et moi, j'étais là toute jeune, là, j'avais 21 ans, j'étais vraiment la plus jeune du plateau du studio. Enfin, de l'open space, je veux dire. Et j'étais là avec mes petits talons, tac, 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 oui, bonjour. Tu sais, mais vraiment, genre à la 10%, quoi. C'était trop marrant. Et c'était beaucoup de responsabilités, de rigueur, j'avais tout à apprendre sur cet écosystème ultra corporate. Et puis, donc pour faire très très rapide, parce que franchement c'est des sujets sur lesquels je pourrais parler pendant des heures, et oui, et en plus de ça, ce que j'oublie de dire, c'est que le catalogue Disney est ultra riche,
C'est-à-dire que forcément on pense à Disney, mais c'est aussi les œuvres Pixar, c'est aussi Lucasfilm, donc bosser sur des Star Wars, ça c'est un truc de barjo. Tu vas dans les studios d'enregistrement, t'as pas le droit à ton téléphone, t'as limite des portiques comme à l'aéroport et tout. Les acteurs de doublage, ils voient juste la bouche de leur personnage et tout le reste est complètement gommé pour spoiler rien et que rien ne fuite et tout. C'est ultra impressionnant toute la sécurité qu'il y a autour de ces œuvres-là. Enfin, là, on est sur une entreprise ultra corporate, internationale, entertainment, où tu as des processus ultra importants. Ça passe de Burbank à Londres, à Paris, et le nombre de personnes que tu mets en copie. En plus, moi, j'avais un poste international, donc je bossais en anglais. Je me souviens que mon boss, il disait « on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux ». Il nous rappelait souvent qu'on opérait personne à cœur ouvert. En fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure de mon parcours, j'ai fait que de cocher des cases et je suis rentrée dans des entreprises qui me faisaient tellement rêver. Et donc j'avais envie de découvrir d'autres choses, j'étais très curieuse. Et donc je suis allée à l'Académie des Césars. Et là, on est sur un catalogue de cinéma d'auteurs, de cinéma français. Et je me suis donnée à 1000% pour cette aventure. En plus de ça, édition 2020, genre c'était ultra explosif. Que ça soit en interne dans l'Académie des Césars parce que tout était en train de se réorganiser et que ça soit à l'extérieur, c'était la période MeToo. Et d'être de l'intérieur et de faire partie d'une certaine manière du système, tout en sachant que j'étais de passage, c'était une période, en tout cas en ce qui me concerne, et de mon développement et de mon féminisme et de plein de choses, qui ont été ultra intéressantes et enrichissantes. Et puis professionnellement, j'ai travaillé dans des endroits, j'aurais jamais pensé avoir le luxe et le privilège d'y être. Ah ouais, comme quoi ? Des exemples très très simples. Par exemple, la cérémonie des Césars, on pense forcément au show télé sur Canal+, mais en réalité, en amont, c'est plein de dîners, de producteurs. T'es amené à être au Fouquet's, à collaborer avec Chanel. Ouais, c'est fou, quoi. J'ai adoré cette expérience là-bas. Après ça, le Covid est arrivé. Ça a été un temps mort. Là, forcément, je me suis grave investie dans Road to Cinéma parce qu'on avait du temps. Et en plus de ça, comme tout était à l'arrêt, les artistes et les techniciens avaient du temps à nous accorder pour des interviews, etc. Donc c'était une opportunité de dingue. Donc on a profité de ce temps-là. Et puis c'était une période où je faisais du coup beaucoup d'interviews, je rédigeais beaucoup d'articles. Et je me suis dit ok, en sortant du Covid, je vais me professionnaliser à mort dans le journalisme. Et donc j'ai postulé pour une rédaction pour France Télévisions. Et là, pendant 2 ans, j'ai bossé sur une émission télé quotidienne pour France 5. Et donc j'écrivais les chroniques et les lancements de sommaires des animateurs, des chroniqueurs. Et je participais aux conférences de rédaction. Donc c'était très très enrichissant et surtout j'étais sur les tournages, on accueillait les invités, etc. Et du coup je me suis dit ok, maintenant que j'avais la carte de presse entre mes mains, je me suis dit je vais continuer à aller là où j'aime le plus au monde, c'est la culture, le cinéma, la musique, tout ça. Et donc j'ai été chez Énergie, le poste que j'occupe actuellement. Et là je m'occupe de la rubrique cinéma, musique, influence. C'est super complet, je m'éclate. Je fais des interviews, comme tu le disais si bien dans ma présentation, j'ai été aussi insider des Energy Music Awards. J'ai interviewé Nikos Aliagas, qui m'a dit « Clémentine, je te souhaite tout le meilleur dans ta carrière, que tes rêves se réalisent, et on se reverra bientôt, j'en suis sûre. » C'était incroyable pour moi d'avoir la bénédiction de cet homme que j'admire et qui a forcément eu une influence sur mes rêves de petite fille. Tout comme Virginie Efira l'a eu pour moi d'ailleurs. Ouais, c'est trop bien, parfois je vais sur le terrain, j'ai fait les Fashion Week, je me suis trop éclatée, c'était trop drôle. Je me suis retrouvée à l'hôtel Mafouf à interviewer Léna, son papa, Marcus, Solène. Ouais, franchement, j'ai quand même eu beaucoup de choses assez amusantes et puis je fais aussi beaucoup les avant-premières. Donc là, c'est trop marrant parce que
je retrouve un peu tout mon écosystème. Toutes les aventures que j'ai eues, en fait, je vais retrouver des gens de Disney, je vais retrouver des gens de Road to Cinéma. En fait, Énergie, c'est aussi un groupe. C'est Chérie FM, Nostalgie et Rire et Chanson. Et moi, j'ai la chance d'avoir mon rédacteur en chef, du coup, qui manage les 4 marques. Et donc, parfois, je suis amenée à bosser sur Chérie FM et Nostalgie, mais principalement, je bosse pour Énergie. Et donc, petit à petit, je m'empare plutôt bien du cinéma et on me fait confiance là-dessus et du coup, je m'éclate. Et donc, j'accompagne beaucoup les films partenaires d'Énergie. Je tiens aussi à préciser qu'à côté de mes études et à côté de mes stages et de mon alternance, j'ai toujours fait des jobs étudiants. Que ça soit bosser à McDo, bosser à Zara. J'étais même dans des boîtes d'intérim en tant qu'hôtesse. Je crois que j'ai dit oui à tout et n'importe quoi. Je me suis retrouvée au marché d'Auteuil à tracter des flyers pour les pompes funèbres, mais des trucs lunaires. J'ai été au salon de la podologie. Je me suis retrouvée dans des salons où il y avait les frères Bogdanov dans des événements privés. Je me levais très tôt le matin aussi avant d'aller en cours pour distribuer les stylistes à la sortie du métro, les directs matins. Tous les petits journaux que t'as, qu'on te file comme ça avant de partir au taf. Et après, j'enchaînais, j'allais à la fac. Enfin, ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'un des jobs aussi que j'ai fait, j'étais secrétaire médicale. Une fois aussi, je me suis retrouvée aux 24 heures du Mans. Et je me souviens qu'il faisait tellement chaud sur le bitume que ça fondait et qu'on était obligé de passer avec des bouteilles d'eau pour essayer de rafraîchir nos pieds. Enfin, c'était vraiment intense et assez ingrat comme taf. Mais bon, à chaque fois, je sais pas, j'arrive à m'en sortir. Je dois avoir une bonne étoile. Je me suis retrouvée dans l'écurie Porsche avec Patrick Dempsey, l'acteur de Grey's Anatomy. Et c'est marrant parce que à chaque fois, j'ai l'impression que même dans les endroits un peu où c'était pénible, où tu vois, tu manques un peu d'énergie, d'espoir, tu te dis putain, je vais jamais y arriver. Même dans les petits jobs comme ça, j'avais l'impression d'embrasser le secteur que j'avais envie. Je sais pas, moi, quand je bossais en restauration, j'ai dû faire tellement d'adresses à Paris, où je faisais le service, des cocktails, mais tout ce que tu veux. Des services en table et tout, à des heures pas possibles, à laver les terrasses, à servir des pizzas, des trucs et tout. Bref. Et de temps en temps, tu vois, j'allais servir une Daphné Burki, je sais pas, des acteurs français qui passent par là, un Vincent Lacoste. Enfin, je me suis déjà retrouvée comme ça dans des situations et tu restes à ta place, mais je me disais, allez, vas-y, à un moment donné, ça va forcément se renverser tout ça et ça va finir par payer. Mais bon, je vais pas mentir, des fois, c'est quand même... c'est dur de tenir le cap. Donc si jamais ceux qui nous écoutent, vous êtes un peu dans une période comme ça, lâchez rien. Ça, c'est votre force, ça vous permettra d'être débrouillard. Mais vous savez comment vous faire de l'argent quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, vous saurez vous débrouiller dans la vie et d'une manière ou d'une autre, vous finirez par pratiquer vos hobbies et vos passions. C'est sûr. Cofondatrice du média Road to Cinéma, c'est quoi Road to Cinéma ? Road to Cinéma, ça rentre complètement dans cet ADN, en tout cas à cette période où je faisais mes études, où en fait on nous apprenait à devenir des producteurs, à rédiger des devis, à constituer des équipes, sans rencontrer réellement les métiers, au sens de, oui, si tu veux faire un film, il faut peut-être un chef opérateur, un directeur de casting, c'est quoi concrètement son métier ? Un scénariste, c'est quoi concrètement son métier ? On a été assez curieux avec mes camarades de se dire c'est bien beau, on va sortir, on va avoir 25 ans, on va être diplômé, puis il va falloir diriger des équipes. Mais en fait, si on connaît pas concrètement les métiers de ces gens-là, on sera très certainement pas des bons producteurs. Donc du coup, on a voulu un peu aller sur le terrain et en tout cas aller à la rencontre de ces personnes-là parce que tout simplement, dans les médias, on avait du mal à trouver des témoignages de techniciens. Alors évidemment, tu en trouves plein sur les acteurs, les réalisateurs, les producteurs un tout petit peu. Et puis voilà. Et en fait, moi, en parallèle, j'avais fait mon stage à l'Académie des Césars. Et donc, j'avais pu observer ce phénomène-là, forcément. Le tapis rouge, il est animé par les acteurs. Mais voilà, les techniciens, souvent, il y avait 1, 2 micros, voilà. Et je me disais, mais il y a quelque chose à faire avec ces gens-là qui ont l'air passionnants et qui voilà. Donc, on a pris un peu ce créneau-là et donc, on en a parlé à notre école qui nous a dit « Ah, mais c'est super votre projet, mais alors du coup, comment vous nous proposez de récolter tous ces témoignages-là »
Et on a décidé de voir les choses en grand et on a dit on va aller au Festival de Cannes puisque c'est le plus grand marché du film du monde. Et puis forcément là-bas on rencontrera des professionnels. L'école a été très emballée mais nous a trouvés bien optimistes. Ils nous ont dit très bien, on vous financera mais uniquement si vous avez vos accréditations. Donc on a bien compris qu'il fallait qu'on se débrouille. On a plié le game en très peu de temps et on a été pris avec nos accréditations et on est arrivé à l'école et on a dit bon, va falloir aligner les sous-sous, on part à Cannes. C'était un projet pour nous qui allait se clore à la fin de notre master, à la fin de nos études. Et puis le Covid arrivant, on l'a entretenu et puis on s'est rendu compte que ça nous ouvrait pas mal de portes et qu'on s'épanouissait là-dedans. Tu es donc aussi journaliste pour Énergie. Ouais. Comment ça se passe? Comment tu arrives à organiser tes semaines? Mes semaines, comment je les organise? Moi-même, je sais pas. Mais... Parce que les journées font 24 heures. Et ça, c'est... Elles font que 24 heures. Elles font que 24 heures et ça, c'est un gros souci, sachant qu'il faut dormir aussi. Ouais, c'est ça. Il se passe rien entre minuit et 7 heures généralement, donc c'est compliqué. C'est ça. J'ai la chance d'avoir un CDI en tant que journaliste. Donc ça, c'est chouette. Je dois pas aller chercher des contrats et des piges. Ouais. Donc ça, c'est quand même une charge mentale en moins et c'est un confort de dingue. Donc du coup, déjà, rien que ça anime déjà énormément mon agenda. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, j'ai un rythme à peu près classique. J'arrive au bureau entre 9h30 et 10h à la parisienne et je débauche entre 18h et voilà, à peu près, c'est des fourchettes. Après, je peux être sollicitée en dehors de ces plages-là pour des avant-premières, pour des tournages. Ça reste à titre exceptionnel, mais ça arrive quand même. Ouais. Donc moi, après, j'ai un peu de temps libre quand même le soir et le week-end. Et là, je peux me consacrer à mes passions, mes hobbies. Road to Cinéma, c'est complètement un hobby, comme quelqu'un qui aime faire du golf le week-end, comme quelqu'un qui aime le vélo. Ouais. C'est quelque chose qu'on a à côté, qui n'est pas une priorité. Nous, notre priorité, c'est notre travail, c'est ce qui nous permet de payer nos factures. Et Road to Cinéma, pour l'instant, ne nous permet pas ça. Mais du coup, on a une certaine liberté qui fait que du coup, on n'a pas de compte à rendre. Et donc, je m'investis dans Road to Cinéma quand j'ai le temps et quand je le peux. Et on est 3 à temps plein. Après, on a d'autres bénévoles qui sont avec nous, qui sont géniaux, qui partent aussi sur les festivals. Donc voilà. Trop bien. Et du coup, un petit amour est né pour le Festival de Cannes, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. C'était quelque chose qui me faisait profondément rêver quand j'étais petite. J'avais aucune idée de quoi, de comment. Je voyais juste ce tapis rouge et je trouvais ça hyper enivrant, ça me fascinait. Mais en réalité, c'est avec le temps que je me suis réellement rendu compte que c'était une industrie. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière. Et en fait, je crois que ce qui m'a encore plus excitée, c'était tout ce qu'il y avait derrière les paillettes. Et je dirais que le tapis rouge, c'est peut-être 2% du Festival de Cannes. Complètement. Ouais. Et ce qui est fascinant, c'est toute cette fourmilière qu'il y a derrière. Et t'as beau être à Cannes, c'est comme s'il y avait des mondes parallèles. Ouais, non, c'est ça. C'est-à-dire que toi, si tu y es le même jour que moi, même à la minute, tu vivras pas la même chose que moi parce qu'il y a 1000 trucs à vivre et tout se passe dans les hôtels, dans toutes les salles du Palais des Festivals, sur la Croisette. Ouais, même jusqu'à plus loin, jusqu'à la Boca et tout ça, ça continue jusque là-bas. Oui, et tu sens une effervescence dans toute la ville. Ouais, c'est dingue. Et puis c'est vrai qu'on a cette vision assez élitiste du Festival de Cannes. Ça l'est parce qu'il faut avoir l'opportunité de pouvoir se libérer et d'y consacrer du temps. Et puis, ce qui est génial, c'est que tu vois qu'il y a aussi beaucoup de retraités de la région qui profitent aussi de cet événement. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de cinéphiles. En réalité, pareil, comme je disais, le tapis rouge, c'est peut-être 2% du Festival de Cannes. Mettre des belles robes, c'est aussi 2% parce qu'en réalité, t'es avec ton tote bag toute la journée, chargé, t'es avec... tes tongs, tes claquettes, en même temps t'as une paire de mocassins dans le sac au cas où qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un cocktail. Pour ceux qui filment et qui sont techniciens, t'essayes aussi d'optimiser ton matériel. Donc en fait la journée tu sues et tu subis quand même beaucoup tes déplacements et tes séances et tes tournages si t'en as. Mais en même temps la nuit il se passe aussi plein d'autres choses et là tu peux mettre ta robe. Et tu calcules ton temps de trajet entre la salle Agnès Varda et Cannes-la Boca pour rattraper le cinéum qui est tout au bout, à l'autre bout de Cannes, pour savoir si tu vas réussir à voir ta projection. C'est clair. Des fois c'est vraiment un Tetris l'organisation.
Ouais. Carrément. Mais avec le temps, tu vois, je me rends compte qu'il y a plein de mécanismes que j'ai. Par exemple, je n'ai plus d'ampoule aux pieds. Ça, je suis très fière de ça. Pendant une période, j'avais les pieds en sang au bout de 2 jours. Et là, je pense que je contacterai, tu vois, Havaianas ou une marque comme ça parce qu'en fait, il faut toujours avoir une paire de plats dans tes affaires. Ça, c'est très important. On note les tips. Ouais. Eh bien, écoute, on va pouvoir passer à la seconde partie. C'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te posais les questions demain, selon tes humeurs, tes envies, tes soucis également, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aura aucun souci là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? Allez, c'est parti. 3e saison, nouvelle question. Quel film te ramène directement en enfance ? Là, j'ai Harry Potter qui me vient en tête. Okay. Je pense que c'est le premier film où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des effets spéciaux. Et je pense que c'est peut-être même un des premiers films où j'ai dû aller sur Internet et me rendre compte qu'en fait, c'était des acteurs, qu'ils avaient des prénoms, qu'ils avaient un autre visage. Ouais, c'est là où j'ai commencé à vraiment me dire « Ah ouais, le cinéma, ça peut t'emmener assez loin. » Ton film parfait, c'est quoi ton 10 sur 10 ? Ton film 10 sur 10 ? Je pense que Titanic, c'est mon 10 sur 10. Ouais. Parce que je comprends pas comment un film comme ça, que j'ai pu voir autant de fois, continue à me faire pleurer autant et que je trouve que le scénario fonctionne vraiment toujours trop bien, quoi. Je sais pas, c'est les montagnes russes pour le cœur, c'est affreux de s'infliger ça, quoi. Bah ouais, non mais complètement. Et quand tu repenses au truc, tu te dis, les mecs ont quand même réussi à créer un succès interplanétaire sur une histoire connue. Enfin, la fin, tu la connais, en fait, hein. Le Titanic, il coule, quoi. Il n'y a pas de surprise, mais complètement. Quoi. Tu sais ce qui va se passer, mais t'y crois. T'as l'impression que ça va quand même le faire. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film ? Si tant est que tu pleures au cinéma. Ouais, je pleure. Et j'essaye d'accepter vraiment mes larmes. Avant, je les bloquais, et maintenant je me dis, mais s'il y a bien un endroit où je peux pleurer, c'est ici. Mais c'est vraiment ridicule, hein. Mais quand je suis allée voir Gladiator 2, j'ai eu les larmes qui me sont montées quand j'ai vu le Colisée qui était debout, avec tous les soldats romains, toute la civilisation qu'il y avait, et qui était debout. Et en fait, ce qui me touche, c'est que ce monument existe toujours, qu'il est toujours sur pied. Et je sais pas, de le voir animé, ça m'a rempli d'émotions. Voilà, mais c'est pas tant que le film, c'est tout. C'est vraiment juste ça. Si tu me demandes la dernière fois, j'ai eu mes yeux qui étaient vraiment mouillés et j'étais genre, oh, putain, mais c'est quand même dingue ce monument qui est encore debout et ce qu'il était à l'époque. Si tu avais la possibilité de travailler avec un cinéaste, j'ai envie de me faire kiffer et de te dire Wes Anderson, ça serait quand même trop stylé. Je pense que même si je fais un caméo, le plan, même de 2 secondes, il sera trop beau. Et tu seras invité d'ailleurs sur le tournage pour faire l'inside du tournage et un petit reportage de 8 heures. Ça serait génial. Ton dernier film vu au cinéma ? Là j'ai vu Le Roi Lion, enfin Mufasa Le Roi Lion. Ouais, c'était bien ? Oui, c'était dans le cadre de Énergie, on est partenaire du film. Donc ouais, c'était super chouette. Ah non, non, ça je l'ai vu lundi dernier et le dernier film que j'ai vu c'est Le Déluge avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent qui va sortir là le 25 décembre. Ok, trop bien. Les petites exclus. Ouais, ça c'est chouette de voir les films en avant-première parce que tu vis pleinement tes émotions, t'es pas trop brouillé par les premières critiques. Ça, j'aime beaucoup. Une bande originale qui t'aurait marqué ? Une bande originale qui m'a marqué, je pense une des premières, c'était la bande originale de Into the Wild avec Eddie Vedder. Ouais, je pense que j'ai dû bien triper dessus quand j'étais ado. Tu vois, dessus, j'ai dû pleurer, ça c'est sûr. Me sentir hyper en accord avec le personnage alors que j'avais 14 ans. À l'école, c'était quoi ta matière scolaire préférée ? L'art plastique. Ok. Ouais, grave. Tu dessines bien ? J'avais 20 sur 20, ouais. Et c'était peut-être une des seules matières où la prof était vraiment cool avec moi et les autres gens n'avaient pas des super notes. Je comprenais pas. Je me disais, la chance. Mais c'est trop bien cette matière. Genre, tu fais ce que tu veux, mais j'adorais avoir des contraintes et proposer quelque chose. Non, je trouvais ça génial. Hein. Celle-là, je pense connaître déjà ta réponse. Quel film t'a complètement bouleversé ?
Ah, tu penses connaître ma réponse parce que moi je ne connais pas la mienne. Quel film m'a complètement bouleversée? Bah, The Fabelmans, hein, c'était un déchirement. Après, quel film m'a complètement bouleversée? T'avais quoi en tête? Moi, j'avais Titanic, selon ce que tu Ah bah m'avais dit. oui, bah bien sûr. Oui, ça, on va dire que c'est la racine totale. J'avais une obsession absolue quand j'étais petite. C'était Titanic. J'en ai eu plein, des obsessions, mais alors celle-ci était quand même particulière parce que j'étais vraiment très petite. Et après les Feux de l'amour, quand ma mère regardait les Feux de l'amour, je me disais, bah tiens, les adultes, ils ont des rituels. Je sais pas, je me disais, ça fait bien, quoi, tu vois, d'avoir ton rendez-vous, ton feuilleton. Et donc j'allais chercher Titanic et je la regardais. Je ne sais pas exactement ce que je faisais, hein. Je devais rembobiner, remettre. Très certainement qu'à des moments je devais décrocher. Mais je regardais toujours ce film. Voilà. Qu'est-ce que t'inspire le cinéma? Pourquoi cet amour pour le cinéma? Ça m'inspire une grande liberté et ça me rassure énormément. Parce que je trouve que la vie est faite de contraintes, même s'il y a plein de choses qui sont très belles. Et la vie est belle, ça c'est certain. Mais il y a beaucoup de contraintes. Je trouve que parfois le monde est un peu sérieux, un peu, voilà, ça me fait peur. Et je trouve dans le cinéma une forme de liberté qui me rassure énormément, en me disant qu'il y a quand même beaucoup de poésie dans ce monde. Et voilà, et c'est la poésie et la liberté qui me rassure. Merveilleux. Vraiment. On change d'univers, je t'amène dans le mien. Ton dernier repas. J'ai mangé indien ce midi. Ok. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que j'aime pas? Je crois que j'aime de moins en moins les épinards alors que j'adorais ça quand j'étais petite. Mais non, j'aime bien la nourriture, je suis une bonne vivante, donc il n'y a pas beaucoup de choses que j'aime pas trop. Ça serait plutôt les produits industriels, les produits trop transformés, c'est pas mon grand kiff, mais de manière générale, ouais, j'aime la bouffe, quoi. Merveilleux. Thé, café ou chocolat? Ben, je suis café, mais en fait, je sais pas si j'en ai tant que ça besoin. Du coup, j'essaye de trouver des alternatives. Mais dis-toi que des fois, je prends des tisanes tellement, genre, je suis Turex. Alors que ça facilite l'endormissement, mais ouais, j'ai besoin d'apaisement. Donc, voilà. Petit déjeuner sucré ou salé? Salé. Oh oui, merveilleux, trop bien. Et la dernière, celle-là, tu n'y échapperas pas, c'est l'emblématique. Ton plat préféré? Bah, un bon plat de pâtes. Mais en fait, ce qui est génial avec les pâtes, c'est que tu peux vraiment les décliner de toutes les manières du monde. C'est ça. En fait, dès lors où tu respectes la cuisson des pâtes, bien sûr, le fait correct al dente, et ça peut que bien se passer après. Et pareil, tu prends pas trop de produits transformés, tu cuisines avec des produits simples. Bien sûr. Et tout va bien se passer. Tu fais la vraie carbonara avec le pecorino, le guanciale. On va pouvoir enchaîner avec la partie 3, la toute nouvelle partie. Ciao, l'instant présent. Place à l'instant rewind. Ma grande putain de merde! Une voiture toute neuve avec toutes les options! Regardez ça, elle est niquée! Elle est complètement niquée! Oh! 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 Quid de l'instant présent? C'est la grosse évolution de la saison et Clémentine, c'est toi qui vas lancer ce concept. Je t'ai demandé pendant la préparation de cette entrevue des films qui t'ont marqué ou qui ont marqué ton parcours. Je te laisse écouter le premier extrait et expliquer en quoi ce film a été marquant. La bonne, c'est que visiblement maman a requitté papa vu qu'il lui a rementi sur ses fréquentations. La mauvaise, c'est que du coup elle est rentrée plus tôt son week-end avec lui. Qu'on n'avait pas franchement fini de ranger l'appart. Lola! Lola! Alors on commence par quoi? Les pétards ou les capotes? C'est pas moi, hein? Oh maman, ça va, hein, c'est pas drôle. Ok, on commence avec le meilleur film du monde, et ça me met en joie. LOL de Lisa Azuelos. Exactement. Pourquoi ce film t'a marqué? Parce qu'il est sorti à une époque où j'avais quasiment l'âge du personnage principal, donc Lola. Et puis c'était la période des premières fois, donc comme c'est si bien dit dans l'extrait que tu viens de passer, bah ouais, c'est les premières soirées, les premiers pétards, les premiers amoureux, donc c'était une période où ouais, j'étais complètement en ébullition.
Et de voir ce personnage-là sur grand écran, qui finalement est quand même une gentille fille, Lola, elle teste ses limites, mais elle est quand même très bien éduquée et elle a envie de faire des belles choses. Mais voilà, de la voir et ça faisait du bien, tu vois, d'avoir un personnage ado avec tous ses amis et aussi de voir à quel point son univers était important. Et c'est sûr que quand t'es ado, il y a un peu une fracture avec le monde des adultes, il y a une fracture avec le monde des enfants. Toi, tu te sens plus enfant, t'as l'impression d'être adulte, mais les adultes ne te voient pas du tout comme tel. Et puis ça dépend des adultes que tu croises sur ton chemin. Il y en a qui vont te parler comme un adulte, mais en fait, t'es encore jeune. Enfin, bon, bref, cette période vraiment charnière de l'adolescence. Et puis ce film, il est fou. Enfin, en termes de références, même de mode, comment ils sont sapés, la musique qu'ils écoutaient, tout était vraiment génial. Je trouvais que pour une fois, on n'était pas trop pris pour des débiles en tant qu'ado, tu vois. Et après, évidemment, c'est une œuvre qui est remplie de fantasmes, mais je crois qu'on a tous voulu vivre dans les grandes villes, être un peu dans le super lycée du coin et aller dans des purs teufs et sortir avec le beau gosse de l'école, quoi. Et puis surtout, ce qui était chouette, c'est un film qu'on a pu partager aussi avec nos parents, parce que forcément, je suis centrée sur le personnage principal parce que j'étais ado et que je peux m'identifier. Mais maintenant, quand je vois le rôle de la mère, Sophie Marceau, elle a aussi une vie à gérer, une vie amoureuse. T'as tous ces personnages-là qui ont des vies parallèles. Enfin, il y avait un truc de transmission. En même temps, LOL, c'était la fracture entre le monde des adultes et le monde des ados. Et en même temps, je trouve que ça nous a aussi beaucoup rassemblés. Donc c'est toute une génération. Je pense que tu parles à tous les gens qui sont nés dans les années 90, ça nous a marqués. Et encore plus aujourd'hui, tu vois. Je me rends compte que ça a laissé beaucoup de traces. Moi, j'attends beaucoup, le LOL 2, j'ai beaucoup d'attentes. Ça, c'est encore un autre cas personnel, mais j'ai très envie d'en être dans ce projet. Si je fais même une journée de figuration, waouh. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, c'est gentil, merci. Extrait suivant que je te laisse écouter. Et si tu te mariais, Qui voudrait de moi? tu ferais pas une bonne épouse? J'aime trop m'amuser. Jolie comme tu es, c'est normal. Je sais pas. C'est toujours comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a quelque chose de trop fort en moi qui me pousse à faire des bêtises. Et si tu étais amoureuse, ça changerait? Peut-être. Et Dieu créa la femme, donc, de Roger Vadim. Ah là là. Elle a toujours un phrasé de dingue, Brigitte Bardot, quand je réécoute. Les films d'époque, ça a tellement de cachet, tellement de charme. Le personnage de Juliette, il me touche énormément. Il me fend le cœur. Parce que elle est méprisée par son village, par la société, par tous les gens qu'elle rencontre, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est un peu mutine. Alors qu'en fait, elle est bien plus profonde et bien plus complexe qu'elle en a l'air. Et elle me touche profondément. Enfin, vraiment, j'ai envie de la protéger, j'ai envie qu'elle soit un peu respectée, parce qu'elle aspire à plein de choses et on voit qu'elle étouffe à Saint-Tropez. Donc voilà, et puis surtout la scène, moi, qui m'a complètement bouleversée, c'est quand elle danse le mambo et que les hommes lui supplient absolument d'arrêter, parce que c'est tellement obscène de voir un bout de culotte, mais encore, si ce n'était que ça, non, c'est de voir une femme autant lâcher prise et autant partir en transe et surtout refuser le fait que on lui dise qu'à un moment donné ça suffit et que ça serait bien qu'elle retourne à sa place de femme et que, en fait, quoi qu'elle fasse, elle est toujours trop ou pas assez. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, forcément, on s'est beaucoup émancipé les femmes, mais il y a quand même beaucoup de choses que je retrouve en Juliette où je me dis, punaise, on en est encore à là sur certains points. Puis après, forcément, je te parle pas de tout le bouleversement que ce film a eu quand il est sorti au cinéma. Était tellement obscène, pour le féminisme, c'était dingue. Alors, je ne dis pas que Brigitte Bardot incarne le féminisme absolu, et voilà, aujourd'hui, c'est une autre femme, mais en tout cas, pour prendre ce cas précis, forcément, c'était pas quelque chose qu'elle avait conscientisé, mais malgré elle est devenue un symbole d'émancipation, et c'est très fort.
Ouais, complètement. Dans une autre mesure, moi il me semble avoir entendu parler que c'était un petit peu le même cas avec La Maman et la Putain Ouais, exactement. de Jean Eustache que j'ai pu découvrir en salle et ouais, tu comprends pourquoi ça pouvait déranger. Ouais. Je te laisse lancer l'extrait 3. Il peut rester à flot avec les 4 premiers compartiments fissurés, mais pas avec 5. Pas avec 5. Comme il s'incline par l'avant, l'eau va se répandre en passant au-dessus des cloisons étanches. Au pont E, de compartiment en compartiment, vers l'arrière. Rien ne pourra l'arrêter. Les pompes, si nous ouvrons les portes... Les pompes vous feront gagner du temps, mais seulement des minutes. À partir de maintenant, quoi que nous fassions, le Titanic va sombrer. Mais ce paquebot ne peut pas couler. Il est fait d'acier, monsieur, je vous assure qu'il peut couler. Et il coulera. Titanic. Obligatoire. Comme je te disais tout à l'heure, c'est un film que j'étais obsédée quand j'étais petite. Je pense que parce que ma mère devait très certainement l'être, elle m'a dit qu'elle l'avait vu 3 fois. Et à cette époque-là, en plus de ça, mon père était casque bleu, on vivait en ancienne Yougoslavie. Ma mère avait même été le voir en croate ou en serbe, enfin pour te dire à quel point c'était un phénomène à l'époque. Et je pense que du coup la cassette était à la maison. Il me semble que ma tante, elle avait des posters dans sa chambre. Donc je pense que c'est un film où j'étais un peu fascinée. Je voyais que... Enfin voilà, c'était de manière assez inconsciente, je pense. Et voilà, et du coup, aujourd'hui, quand je le vois, il y a quelque chose d'hyper réconfortant. Et en même temps, je sais très bien la fin, je sais très bien ce qui va se passer. Et malgré tout, c'est tout le temps un déchirement. Donc c'est un film où la femme est quand même assez centrale. Et on est complètement en empathie avec elle. Et puis c'est elle qui narre, c'est elle qui décide de raconter son histoire avec son point de vue. Et puis cette phrase qui dit que le cœur d'une femme est un océan de secrets, moi ça me fout droit, franchement. Et c'est pour ça que dernièrement, je sais pourquoi il y a aussi un film que j'adore et qui est dans un autre registre, mais c'est Triangle of Sadness, tu sais, qui a été l'une des Palmes d'Or du Festival de Cannes. Et pour des raisons complètement différentes, je l'aime, mais je peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre les deux films. Et vraiment, c'est un film qui me met tellement de bonne humeur. L'humour, il est super noir et en même temps, il pointe les inégalités sociales. Là où dans le Titanic, c'est exactement la même chose. Et tu vois bien qui sont les survivants, qui ne l'est pas. Et aussi en quoi la société, l'amour va régir, l'amour de Rose, de Jacques, etc. Bref. Et donc, forcément, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre ces deux films. Mais pour ça, il faudrait en consacrer plus d'1 heure de podcast. Mais la dernière fois, c'était très drôle parce qu'à la télé, il y avait en simultané Titanic et Triangle of Sadness. Et je m'amusais à switcher de chaîne. Le rythme est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Et c'était très drôle de passer d'un film à l'autre comme ça. Je te laisse lancer l'extrait suivant. Non, continuez de crier. Y a pas assez de poussière, serre-toi de la pancarte, papa. Non, pitié, arrêtez la poussière. Richie, arrête de tousser. Tout à cause de la poussière. Allez, plus Nathalie, dit pitié, ne me tuez pas. Richie, arrête de tousser, c'est pas si grave, Monsieur c'est Fableman, dramatique. vous êtes en train de mettre de la poussière plein ma diligence. Regardez la caméra, on est toi. The Fabelmans. Ça peut paraître complètement fou. Évidemment, Spielberg, je le connaissais pour son cinéma, mais pas du tout pour sa vie personnelle. Alors, j'imagine bien que ça doit être romancé et qu'il a raconté très certainement les grandes lignes et qu'après, voilà. Mais j'ignorais que j'avais un parallèle de vie avec Spielberg. Tu vois, en fait, mes parents se sont séparés quand j'étais ado. On a déménagé à l'autre bout du monde. On est parti en Nouvelle-Calédonie. Donc, tu vois, déjà, j'avais beaucoup de points en commun avec le personnage principal qui, du coup, est adolescent, vit du coup un déménagement, part très très loin de chez lui, donc n'a plus aucun repère. Et donc, si tu veux, donc il y a le divorce de ses parents qu'il voit, il essaye de protéger ses parents, il voit que tout part un peu, et puis après sa maman elle part, lui il continue de vivre avec son père, ce qui s'est passé pour moi, et puis très vite, comme ce personnage-là, j'ai eu des rêves de partir loin, j'avais des rêves de cinéma, d'audiovisuel, j'avais besoin de poésie. Et donc il est hyper touchant quand je vois qu'il toque à toutes les portes de studio. Moi je me revois débarquer à Paris, pas savoir par où commencer. Et donc voilà, donc moi je suis sortie de là, j'étais complètement inconsolable, j'ai fait que de pleurer. Et ce qui est fou, c'est que j'étais avec ma mère. Et donc forcément pendant la séance, on s'est pas du tout parlé, on savait pas de
de quoi ça allait parler. Et en sortant, il y a eu un énorme blanc. Elle m'a raccompagnée chez moi dans la voiture. Et en fait, là, elle me l'a dit. Enfin, elle voyait que je pleurais et tout. Elle aussi. Et elle me dit, mais c'est fou, j'ai l'impression d'avoir vu notre histoire à certains moments. Et je me suis dit, je suis pas folle. Oui. Et voilà, c'est... Et je peux le dire, voilà, j'ai des points en commun avec la vie et l'enfance de Spielberg. Et très sincèrement, je sais pas dans quelle mesure son histoire elle est romancée, mais dans les grandes lignes, on se ressemble beaucoup. Et voilà. Eh bien, écoute, 5e extrait. Marcello, we must find some milk. Monsieur Via, où voulez-vous que je trouve Yes, du lait au we're milieu not. de la nuit, voyons? I saw Bob. Over there. Sylvia, mais où allez-vous avec ce chat? Mais attendez-moi. Bon, je vais aller lui chercher du lait. Attendez-moi ici. No, not here. Sylvia, It must be over mais there. puisque je vous dis que je vais aller lui chercher du lait, alors attendez-moi dans la voiture, je vais aller voir. Wait for me in my car. Je reviens tout de suite. La Dolce Vita. Eh oui, Fellini. Ouais, Fellini. C'est un très très vieux film, hein, ça tout le monde le sait, mais qui m'accompagne dans mon inconscient, je pense. Parce que quand je suis partie vivre à Rome, donc ça c'était pendant mes études, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'université de Rome 3, toujours dans le même cursus pour faire de la communication, art du spectacle et philosophie, c'était ça mon cursus. Et donc j'y suis allée en pensant très fort à la Fontaine de Trévi. Comment l'expliquer, je sais pas trop. Je pense que c'était une image très forte qui me plaisait. Elle dure pourtant pas très longtemps, hein, ce baiser un peu dans la fontaine. Mais après, forcément, j'adore Mastroianni. C'est un Italien gentleman des années 50, assez maladroit par moments, mais ça m'amuse beaucoup. Et puis surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il est journaliste. Et en plus de ça, forcément en Italie, le journalisme, les excès, le showbiz, c'est des vies ordinaires mais extraordinaires en même temps. Et je vois la vie comme une grande mascarade. C'est un espèce d'énorme gâteau dans lequel chacun mérite sa place et chacun. Et j'aime bien la manière dont il aime vivre, quoi. C'est quelqu'un qui a envie de préserver un peu ses privilèges et en même temps qui est très simple à certains moments. Mais ouais, j'aime beaucoup ce personnage-là. Je te laisse lancer donc le dernier extrait. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, avec la possibilité de me rendre utile pour les gens auxquels il est facile de venir en aide et qui n'ont jamais été habitués à recevoir. Into the Wild. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vu, parce que je pense que je l'ai trop vu. Mais j'ai tellement d'affection et je peux tellement pas snobber ce film. Parce que vraiment, je pense que de mes 13 à mes 16 ans, à 17 peut-être, tu me demandais c'était quoi mon film préféré. Je te disais Into the Wild, Good Morning England aussi, je me souviens, j'étais obsédée par ce film. Et LOL, forcément, dans un tout autre registre. Mais ouais, ce film, il m'a vraiment obsédée. C'était une époque où mes amis étaient très importants pour moi. Et ils le sont toujours aujourd'hui, bien sûr. Mais je veux dire, je me suis jamais définie comme quelqu'un de solitaire. En grandissant, j'ai un peu plus besoin de me ressourcer et je deviens plus introvertie. Mais à une époque, j'étais très extravertie. Et de voir ce personnage-là complètement anti-système qui part loin pour vivre seul, qui était en quête de solitude, mais ça me fascinait. Je me disais, mais comment c'est possible? Mais moi, je serais tellement malheureuse. Et puis, quand t'es ado, t'es forcément un peu matérialiste, parce que dans la cour d'école, si t'as pas telle marque, tel truc, voilà, c'est un peu... Je crois qu'aujourd'hui, ça a changé, et tant mieux, mais je sais pas, à mon époque, oui, on va pas se mentir, il y avait quand même un peu des strates, et puis c'était un peu une espèce de grande jungle, quoi, si tu veux. Mais bref, du coup, ce personnage-là, je le trouvais à la fois super cool, parce qu'il a quelque chose de cool, tu vois, il était avec ses chemises de bûcheron, il fait de la guitare, il émane quelque chose de cool, et puis il est roots, et en même temps, qu'est-ce qu'il est radical, et voilà, et c'était peut-être un peu le début de mon éveil à me dire, ah oui, en fait, la société de consommation, ah oui, en fait, à essayer de comprendre pourquoi ce personnage-là est prêt à tout quitter, à rompre avec sa famille,
et puis à être en autosuffisance. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est des thématiques dont on parle un peu plus, mais à mon époque, c'était précurseur, ouais. un peu, ouais. On va pouvoir avancer à la 4e partie. Place à l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu, je n'ai absolument aucun mérite puisque je n'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu de cartes, ça s'appelle Focult. Le jeu est super simple, les règles en tout cas le sont, je vais te lire des véritables critiques de films qui fustigent les films. C'est horrible, c'est ignoble, mais le but c'est de retrouver de quel film ça parle. Oh là 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 là, ça me fait peur les trucs comme ça. On n'est que sur des films avant les années 2000. Oui, non mais... tu sais, je suis journaliste, moi j'ai besoin de faire mes recherches, mes notes. Vas-y, on va essayer. Un navet pour Bobo, Télérama et autres étudiantes en histoire de l'art, du remplissage pendant des heures, de la parlotte pour ne rien dire, on dirait un film de déménageur tellement que ça meuble. Au final, l'acteur principal n'est bon qu'à reluquer sa grosse baleine, se baigner dans cette belle fontaine qui n'avait rien demandé. Oh my god. Attends, tu peux me redire la dernière phrase, cette grosse baleine qui... L'acteur principal n'est bon qu'à reluquer sa grosse baleine, se baigner dans cette belle fontaine qui n'avait rien demandé. C'est pas la Dolce Vita quand même. Si. Ah ouais. Mais ça va pas la tête de parler comme ça, mais qui a écrit cette horreur? C'est horrible, c'est ignoble. Mais c'est pas du tout une baleine, elle est sublime. Mais... Oh, ça c'est sûr, c'est un homme qui a écrit ça à l'époque. Certainement. Et grossophobe. Non mais ça va pas la tête. Un point, l'honneur est sauf, on est bon. Ça va. Tous ces piafs qui braillent m'ont donné la migraine. C'est pas les oiseaux de Hitchcock. Et si, bien joué. Ouais. 2 sur 2, peut-être la complète. Faire une fable moraliste sur la tolérance, pourquoi pas. Mais de là à présenter les camps d'extermination comme des colonies de vacances, faut pas pousser. C'est pas La vie est belle. Et si, 3 sur 3, La vie est belle de Roberto Benigni, le film au 7 Oscars. Ah là là, j'aurais pu te le dire hein, dans les films que j'aime le plus aussi. Ouais. Hein. Ça, on a beaucoup pleuré dessus. Hein. Ah ouais, bah complètement. Je crois que moi, c'est mes premières larmes sur un film, je crois, celui-là. Ouais. Et je crois que j'avais eu la chance en plus de le découvrir à l'école, donc on en parlait beaucoup, Pareil. on débriefait. C'est vrai toi aussi? Oui, nous on l'a découvert, je me rappelle, c'était en CM2 je crois. Ouais. Le prof annonce qu'on va regarder un film, etc. Et moi je suis là en mode, vas-y, il y en a 3, tu sais, ils arrêtent pas de parler pendant le cours, machin. Je me dis, putain, mais ça va être horrible, on va jamais pouvoir regarder le film. Et là, il lance le film, c'est-à-dire que ça a séché tout le monde. Ouais, ça nous a tous captés. Hein. Ouais, c'est... Ouais, de ouf, ça a séché tout le monde. À la fin, on se regardait, il y en avait 5-6 qui étaient en pleurs. Enfin, c'était... Et ben écoute, 3 sur 3, bien joué à toi, sans aucune aide, sans rien. Bien T'es vraiment sympa. Hein. Il est déjà l'heure de se quitter, on passe à l'ultime partie, la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Merci. Faut goûter. Où est-ce qu'on peut te suivre, retrouver ton travail et celui de Road to Cinema? Bah sur les réseaux sociaux. Instagram. Là, récemment, je me suis mise sur TikTok. Donc, je découvre les codes de TikTok. Et tu postes beaucoup trop. Bah ouais, il n'y a pas trop le choix. Si tu as envie que ça fonctionne un peu, il faut être endurant. Ouais. Quoi de prévu pour 2025? Des petits projets peut-être? Quoi de prévu pour 2025? Bah de continuer sur la même lancée, de continuer à cultiver le bonheur, d'essayer de faire plus de sport, de faire moins d'écran. Mais c'est quand même un privilège, hein. On le voit beaucoup, la digital detox partout, mais ça c'est un privilège, hein. Quand tu peux commencer à te permettre d'être loin des écrans, ça c'est quelque chose auquel j'aspire. Donc je fais beaucoup plus d'activités créatives, j'essaye de peindre, d'écrire, je fais du coloriage, et voilà, et du sport. Ça c'est important pour le mental, pour tenir. Écoute, on refera le bilan de 2025 ensemble, peut-être. Allez, avec grand plaisir.
Est-ce que tu aurais peut-être une petite recommandation, quelque chose que tu aurais lu, que tu aurais vu, que tu aurais, auquel tu aurais joué, voilà, un truc qui t'a plu Je pense dernièrement? pas que j'ai de recommandation absolue, mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est que il est jamais trop tard pour se faire une culture cinéma, et que ça peut parfois être impressionnant et ça peut sembler assez élitiste. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et des comptes comme les tiens, le cinéma et l'art en général est de plus en plus accessible. Mais ça peut être aussi dans plein d'autres domaines. Je crois que la cuisine aussi, ça cartonne sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a vraiment plein de domaines d'art sur lesquels on peut commencer à aller. Et surtout, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aller trouver des créateurs de contenu qui sont peut-être proches de vous, avec un vocabulaire qui vous ressemble plus que peut-être les critiques que tu m'as dit tout à l'heure, pour la simple et bonne raison que, eh bien, j'encourage les gens qui font, et si c'est pas très bien, et si c'est pas parfait, eh ben c'est pas grave, mais au moins faisons, parce que avec les réseaux sociaux, on vit beaucoup à travers les autres, et je pense qu'il faut pas oublier aussi de vivre pour soi. C'est beau. Donc voilà, donc allez au cinéma pour vous, pas pour impressionner les autres. Ne soyez pas trop complexés par votre culture, parce que on ne naît pas avec de la culture, c'est quelque chose qu'on emmagasine. Et puis voilà, et surtout faites-le pour vous faire plaisir, vous évader et vous ouvrir l'esprit. Soyez curieux. Clémentine, Oui. J'ai une nouvelle surprise pour toi, une Oh là ultime là. surprise. Oh là. Un message d'une personne que tu connais, que tu Oui. apprécies même, enfin normalement si j'ai bien fait mon travail. Tu as dû recevoir à nouveau un mail. Ok. Avec une unique pièce jointe que je te laisse ouvrir. C'est l'ultime message, l'ultime surprise de cette entrevue. Ah, ça y est, ça commence. Ok, allez, je lance play. Coucou ma Clem, c'est Léa. Juste un petit mot pour te dire à quel point je suis fière de toi, de tout ce que tu as accompli et puis surtout de la personne que tu es. T'apportes tellement à Road to Cinéma avec ton talent et ton engagement. Je suis vraiment trop heureuse de partager cette aventure avec toi. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais. T'es vraiment incroyable et je t'embrasse très fort. Non, elle est vraiment trop mignonne. C'est Léa Vu, cofondatrice de Road to Cinéma, qui est une personne assez extraordinaire, dans le sens où je pense, et j'en suis persuadée, et tout le monde sera d'accord pour le dire, Road to Cinéma ne serait pas ce qu'il est si elle n'était pas là. Elle a une rigueur, un investissement sans faille, c'est-à-dire que si tous les dimanches vous avez une vidéo depuis 5 ans qui sort, c'est grâce à elle. Et c'est quelqu'un qui ne tire jamais la couverture vers elle. Je suis le visage de Road to Cinéma parce que c'est comme ça que ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Mais je reste toujours bluffée par le fait que Léa ne prenne pas cette lumière parce qu'elle le mérite tellement. Mais c'est quelqu'un de très humble, qui travaille avec beaucoup de sérieux. C'est quelqu'un de très loyal aussi. Et voilà, et donc vraiment Léa, c'est toute la partie technique de Road to Cinéma. Si moi j'apporte la partie éditoriale, relationnelle, elle c'est vraiment la partie technique. Et donc elle fait tous les montages, toutes les animations. Le site internet, c'est elle qui le développe, qui l'entretient. Elle a investi grave dans le matos pour Road to Cinéma. Et vraiment, je crois que l'une et l'autre, on a trouvé notre place et on s'épanouit dans nos deux casquettes, ce qui fait qu'on se complémente énormément. Et toutes les deux, on a des agendas de dingue. Donc du coup, ce qui fait qu'on se voit très peu, mais quand on se voit, on est toujours très contente de se voir. Et on arrive à distance avec le workflow qu'on a mis en place, à du coup toujours rester en contact. Mais oui, dès qu'on se voit, il y a toujours une petite coupette de champagne qui traîne et puis on se raconte nos vies et voilà. Et en plus, ce que j'adore chez Léa, c'est que c'est quelqu'un, donc comme je te disais, elle est assez loyale, elle a vraiment plein de qualités, c'est quelqu'un de très sincère. Et on a parfois des goûts cinématographiques très différents. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le cinéma français. Elle va plutôt aimer le cinéma asiatique, américain. Donc, elle est vraiment sur des grosses prods. Et
Et elle a complètement raison. Et du coup, elle est très exigeante au cinéma. Et parfois, là où moi, je vais aimer du cinéma d'auteur, où ça va prendre du temps à filmer une fleur, à ceci, cela, Léa n'hésite jamais à me dire « Ouais, bon, Clem, c'est bon, voilà. » Et donc, j'aime beaucoup le fait qu'on confronte nos points de vue. Et voilà. Et ce qui est génial, parce que du coup... on a toujours un peu de distance l'une et l'autre avec nos goûts, et ce qui fait que du coup Retour Cinéma on propose plusieurs points de vue. Voilà, mais non vraiment Léa c'est quelqu'un de super, donc je l'embrasse très fort. Elle est trop mignonne parce que je sais qu'elle a dû forcément prendre un peu de temps pour répondre et faire quelque chose, donc ça me touche beaucoup. Merveilleux. L'interview touche à sa fin. Je suis heureux en tout cas de t'avoir reçu ici, heureux que tu fasses partie de l'aventure. Merci infiniment pour ton temps, merci pour ta confiance, merci de m'avoir accordé de ton précieux temps. Merci encore de marrainer cette saison 3 qui sera remplie d'ores et déjà de sublimes rencontres et de magnifiques interviews. Tu en es la preuve. L'année 3 du podcast est lancée de la plus belle des manières. On est reparti pour une saison avec encore plus de cinéma, encore plus d'interviews, mais toujours et inlassablement la même passion, la même envie. Je te souhaite le meilleur, bonne fête de fin d'année, bonne continuation et à très vite. Mais à toi aussi, merci beaucoup et bravo pour ton investissement. Ça fait plaisir et c'est pour ça qu'on a envie de le soutenir. Donc bravo à toi. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon. Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.